La promotion systémique de styles de personnalité de type 1, si répandue depuis un demi-siècle, a contribué à un véritable épanouissement d'une culture qui idéalise le manque d'autocritique, la naïveté et l'enfantillage des attitudes de vie, ainsi que l'estime de soi-même extérieure théâtrale gonflée, égoïsme, banalisation et brutalisation de relations interpersonnelles et sociales. Pour des raisons évidentes, cela a dû conduire à l'effondrement de la culture de l'auto-amélioration et de la communication interpersonnelle harmonieuse. Cet effondrement a provoqué une pandémie d'anxiété et de troubles dépressifs chez les personnes qui ont adopté le modèle psychotique actuel du fonctionnement mental, bien qu'elle ne soit en réalité pas psychotique. Appelons leur psychose une psychose apparente ou phénoménologique. Les personnes atteintes de psychose primaire, comme je l'ai écrit à ce sujet, sont immunisées contre le risque de développer des troubles anxieux et dépressifs. Cela ne signifie pas qu'ils sont totalement sans anxiété. Bien sûr, il est aussi en eux, mais il est couvert par le mécanisme de la psychose primaire, tout comme l'anxiété des personnes non psychotiques est couverte par le mécanisme de l'intelligence anxieuse émotionnelle atteinte. Les mécanismes de la psychose primaire et de l'intelligence anxieuse émotionnelle peuvent être insuffisants pour neutraliser l'anxiété, surtout en cas de surexposition que nous traitons dans les situations de crise anxiété émotionnelle. C'est alors que la psychose est exacerbée chez les personnes atteintes de la psychose primaire réelle et les troubles anxieux ou dépressifs surviennent chez les personnes ayant une psychose apparente, phénoménologique, de la même manière que chez les personnes non psychotiques. Une conclusion intéressante se dégage à ce stade concernant le traitement de l'anxiété et des troubles dépressifs. Comme je l'ai écrit à ce sujet, ces troubles ne surviennent pas chez les personnes atteintes de psychose primaire. S'ils sont diagnostiqués chez ces personnes, c'est au fait que le résultat de l'exacerbation de la psychose sous-jacente, qui peut être diagnostiquée à tort par un médecin de soins primaires inexpérimenté comme un trouble anxieux ou dépressif. Et en psychiatrie, malheureusement, le diagnostic colle au patient une fois qu'il est posé. Et d'autres médecins, même avec une expérience considérable, n'osent pas le remettre en question. À ce stade, cependant, il s'agit d'autre chose, à savoir que l'observation que les troubles anxieux et dépressifs n'affectent pas les personnes atteintes de psychose primaire devrait avoir des conséquences énormes sur les possibilités thérapeutiques de ce trouble là où il survient. Ainsi, une méthode de thérapie très efficace des personnes souffrant d'anxiété chronique et de troubles dépressifs, la chronicité étant leur caractéristique typique, sera l'induction de la psychose primaire. Une telle induction peut être obtenue à la fois pharmacologiquement et psychothérapeutiquement. De plus, la méthode pharmacologique est utilisée sans le savoir depuis plusieurs décennies. Qu'est-ce sinon l'induction de la psychose primaire et l'usage de médicaments ou de groupes de benzodiazépines ou même des neuroleptiques dont les troubles anxieux et dépressifs? L'effet de ces médicaments est un état psychotique induit qui, tout comme la psychose primaire naturelle, bloque l'accès de stimulus anxieux à la conscience humaine. Ils raidissent également la psyché et altèrent le fonctionnement de l'appareil autocritique. Toute psychothérapie des troubles anxieux et dépressifs doit viser la même chose, c'est-à-dire l'inhibition de la fonction de l'appareil autocritique, la réduction des fonctions logiques et émotionnelles et l'augmentation de l'auto-estime externe théâtrale. Ainsi, l'intention est d'aider à déplacer la conscience de la personne souffrante vers le chemin psychique de la psychose primaire. Par conséquent, deux humanités vivent côte à côte. L'humanité de type 1, c'est-à-dire les enfants jusqu'à l'adolescence et les adultes qui ne, sont pas, qui ne se sont pas remis de la psychose primaire et vivent donc dans la psychose primaire, ainsi que les personnes qui se sont remises de la psychose primaire, mais imitent consciemment l'attitude de la psychose primaire pour les raisons que je décris ci-dessus.
Et l'humanité de type 2, c'est-à-dire ceux d'entre nous qui ont transcendé la psychose primaire à l'adolescence et sont plus ou moins forts avec notre intelligence anxieuse émotionnelle et essayent de relever le défi de l'anxiété et des émotions, en particulier les premiers. Deux, qu'est différente ces deux humanités? En fait, on peut dire que tout au long de l'histoire de l'espèce humaine, l'humanité de type 1 a invariablement dominé l'humanité de type 2, d'où la mode internet pour la première de ces deux types, pour les premiers de ces deux types psychologiques. Dès les premières années de l'enfance, les enfants chez qui les traits de la psychose primaire sont les plus exprimés dominent déjà leur groupe. Donc, irresponsabilité et imprévisibilité extrême, pas d'autocritique et bien sûr la gigantesque estime de soi-même externe, théâtrale, identique au concept freudien de l'ego. C'est le bon moment pour vous dire que la psychose primaire apparaît dans toute la gradation de la gravité, du plus faible au plus intense en passant par l'extrême. Et c'est ce dernier qui garantit la domination sur les pairs et la plus grande attractivité à leurs yeux dès l'enfance. En d'autres termes, les enfants sont les plus impressionnés par leurs amis avec la psychose primaire dans l'extrême gravité. Et ceci malgré le fait que certains des enfants présentant une gravité de psychose aussi extrême ont des conflits considérables avec d'autres enfants et avec leurs soignants. La théâtralité évocatrice des personnes atteintes de, de l'estime de soi-même externe, le fait s'efforcer d'être toujours au centre de l'attention à tout prix, y compris au prix de la violation des règles de conduite sociale. Et être le centre de l'attention a quelque chose de magique pour la raison la plus simple. Cela attire l'attention. Et cette attention peut être utilisée de différentes manières. Le but est de gagner la sympathie de tous les observateurs. Et c'est ce que fait le théâtre de l'estime de soi-même externe. Il s'agit de séduire et d'enchanter l'environnement. Si vous le faites constamment depuis la petite enfance, vous pouvez maîtriser cet art. Et si nous devenons maîtres dans l'art, l'attention de l'environnement se concentre de plus en plus sur nous, tellement que nous devenons aimés, admirés et désirés. Pour cette raison, à la maternelle et plus tard dans les étapes de vie suivantes, jusqu'à la maturité tardive, les gens avec l'exubérante estime de soi-même externe, théâtrale, utilisent de toutes les manières possibles la sympathie qu'ils évoquent dans leur environnement. Et l'environnement séduit et charmé leur donnera volontiers tous les privilèges et ressources possibles, tels que le pouvoir, la richesse et le culte au premier plan. Pas étonnant alors qu'ayant goûté au plaisir de la vie avec la psychose primaire, au moins 75 jusqu'à 90% d'entre nous, à l'adolescence, il restera pour le reste de la vie. On ne change pas un mécanisme qui fonctionne parfaitement. Bien sûr, personne n'éprouve la décision éclairée de sortir ou d'être avec la psychose primaire. Que cela se produise de toute façon pendant l'adolescence ou non, dès que le résultat de nombreuses années de formation de la psyché d'un enfant. La psyché qui, tout au long de l'enfance, n'a pas eu l'opportunité et le besoin de tester un outil d'anxiolytique alternatif à la psychose primaire, continuera évidemment à fonctionner de la même manière après l'adolescence.